Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec Martina de Piste Solidaire qui nous présente sa chronique L'Europe en piste. Donc cette chronique vient tous les troisièmes mardis du mois. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre et Martina nous a amené une invitée, donc c'est Isabelle. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, oui, je suis Isabelle, je viens d'Allemagne et je fais un service civique franco-allemand ici chez Piste Solidaire. Très bien, donc maintenant on va passer aux rubriques que vous nous avez préparées. Donc la première rubrique, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Europe et les jeunes? Oui, merci Ophélie, bonjour à tout le monde. Alors en fait pour cette rubrique, aujourd'hui on va vous parler d'un Erasmus un peu particulier, Erasmus Virtual Exchange. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de l'Erasmus classique, donc celui qui permet en fait la mobilité physique des étudiants et des jeunes en Europe. Depuis quelques temps, c'est aussi un Erasmus numérique, on va dire, ou en format digital qui existe. Donc c'est un projet en fait qui permet aux jeunes européens, mais aussi aux animateurs de jeunesse, aux professeurs, aux éducateurs, de pouvoir s'engager dans des expériences interculturelles en ligne. Donc c'est quoi les buts? En fait, c'est essayer de promouvoir une éducation formelle ou non formelle en s'appuyant en fait sur la technologie numérique qui aujourd'hui nous met en fait à disposition la possibilité d'être en contact avec des gens des différents pays tout en restant en fait en France. Donc Erasmus Plus Virtual Exchange s'intègre parfaitement en fait dans les programmes Erasmus Plus et donc vient compléter effectivement cette mobilité physique que tout le monde connaît. Et c'est en ligne. Donc c'est en ligne, c'est sur Internet. Il y a en fait une plateforme à laquelle vous pouvez vous connecter et il y a une plateforme qui propose en fait quatre possibilités de participation à cet échange. Alors, il y a la possibilité de participer à un dialogue modéré, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en contact avec des petits groupes des personnes venant des pays différents pour pouvoir discuter des sujets non formels en présence d'un animateur. Les buts, en fait, c'est par exemple faciliter la pratique de la langue. Faciliter la pratique de la langue, donc faciliter des échanges linguistiques. Il y a ensuite une deuxième opportunité, une deuxième offre qui permet en fait de développer des projets d'échange virtuels. Cette deuxième possibilité s'offre plutôt, aux animateurs de jeunesse ou aux enseignants universitaires qui voudraient en fait qui souhaiteraient développer un projet d'échange virtuel transnational Erasmus+, afin d'enrichir et élargir des programmes ou des partenariats déjà existants dans leur structure d'origine. Il s'agit en fait de quoi? Ça donne la possibilité en fait d'être en contact pendant des 6 à 10 semaines avec une organisation partenaire. Et donc, il va avoir une formation en ligne qui est donnée par des experts en échange virtuel et qui peuvent soutenir effectivement les structures partenaires pour concevoir, mettre en œuvre, suivre l'échange avec les partenaires en fonction donc des intérêts, des besoins, des contraintes communes des structures participant à l'échange. Une troisième opportunité qui est une formation au plaidoire qui a pour but d'amener les jeunes des différents horizons à développer des compétences en matière de débats parlementaires. Donc un débat un peu plus engagé, un peu plus citoyen avec l'aide des facilitateurs qui sont formés justement et qui sont présents pour pouvoir aider les jeunes. Et une quatrième opportunité, il y a la possibilité de suivre des cours interactifs qui sont ouverts en ligne. Je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler, les MOOC, les Massive Open Online Courses. Donc, c'est des cours en fait intensifs qui sont ouverts, qui sont gratuits, qui sont en ligne.
des sujets vraiment très variés, très différents dans les cadres d'une éducation formelle et non formelle. Ça permet en fait aux jeunes de travailler en petits groupes, de travailler des dialogues, des discussions, des conférences et même des travaux interactifs, justement ayant pour but de renforcer toujours les dialogues et l'interactivité avec nos pairs en fait. Donc voilà, c'est ça. Merci Martina pour toutes ces infos. Alors pour le focus culturel, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle un peu d'Oktoberfest en Allemagne. C'était jusqu'à 8 octobre la 185e édition de l'Oktoberfest, la fête de la bière que nous tous connaissons. En allemand, Oktoberfest, fête de la bière à Munich dans tous les pays francophones, c'est la plus grande fête populaire du monde avec environ 6 à 7 millions de visiteurs chaque année. Mais ce n'est pas seulement une fête pour boire de la bière, c'est un festival avec beaucoup de traditions et une longue histoire. La fête, qui veut dire fête d'octobre en allemand, a lieu à Munich dans le sud d'Allemagne. Elle commence le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre et se termine le premier dimanche d'octobre. On y trouve des attractions pour toute la famille, des attractions historiques, mais aussi des attractions très modernes. Plus que 40 tons très grands et des jardins à bière sont décorés pour la fête. À l'intérieur des tents, il y a de la musique live, des orchestres traditionnels bavarois. Pendant l'Oktoberfest, les visiteurs portent les vêtements traditionnels. Les hommes portent les pantalons en cuir et parfois un chapeau, et les femmes s'habillent avec des robes spéciales qui s'appellent Dirndl. Les Dirndl, c'est une robe typique basée sur les vêtements traditionnels des paysans des Alpes. C'est composé d'un corsage, d'un corselet, d'une jupe et d'un tablier. Pour conclure avec un peu d'histoire, la première fête de la bière a eu lieu en 1810. Il s'agissait d'une cour de cheveux en honneur du mariage du futur roi Louis Ier de Bavière et sa femme Thérèse de Saxe-Hildburghausen. La cour fut tellement appréciée qu'on commença à la répéter annuellement. Aujourd'hui, la fête se déroule au même endroit de la cour, mais les cours ne sont organisés que pour les occasions spéciales. Après quelques interruptions en raison des événements militaires comme les guerres mondiales, le festival a maintenant lieu chaque année et attire des visiteurs du monde entier. Figurez-vous qu'il y a des fêtes de la bière dans les autres pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Australie. Alors, si vous êtes intéressé par ces événements appartenant à la culture allemande, vous êtes cordialement invité à voyager en Bavière l'année prochaine. Merci Isabelle pour ce focus. Maintenant, les jeunes savent où aller pour s'amuser et faire la fête. Donc maintenant, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'agenda du mois ? Oui, alors on a un événement important qui est imminent, qui va se dérouler ce vendredi 19 octobre, justement au campus de l'université. Il s'agit d'une consultation citoyenne sur l'Europe de la défense. Donc un débat, consultation citoyenne au titre Une Europe qui protège, quelle mission confier à l'Europe de la défense. Il s'agit en fait d'un dialogue qui est mis en place, qui est organisé par les mouvements européens des Pyrénées Atlantiques en collaboration donc avec notre centre d'information Europe Direct. Et les buts, en fait, c'est permettre aux participants de s'informer déjà, de se renseigner donc sur l'Europe de la défense. On est dans une situation, on va dire, à quelques mois des élections européennes
européenne, la sécurité, la question de la sécurité reste sûrement un sujet très important qui est au cœur du débat européen. Donc, ça va être l'occasion pour pouvoir se renseigner, s'informer et pouvoir exprimer votre point de vue. Parce qu'une condition importante de chaque consultation citoyenne, c'est qu'en fait, les retours du débat sont enregistrés, écrits, fidèlement écrits et renvoyés au secrétariat général à Paris des consultations citoyennes et aux représentants des institutions européennes en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, les institutions veulent refonder les processus de construction européenne justement sur les envies, les attentes des citoyens sur différents sujets. Donc dans notre cas, ce sera la défense. À savoir qu'il y aura un expert qui sera présent et qui pourra donc répondre aux questions des participants. Voilà, donc ça c'est l'événement fort, les temps forts pour notre agenda du mois d'octobre. Je vous annonce déjà notre prochain café des langues qui sera plutôt au mois de novembre. Donc c'est le 13 novembre, comme tous les mois, nous avons recommencé depuis octobre des cafés linguistiques, donc des cafés des langues. Les rendez-vous c'est au Café Russe. À 19h30 pour pouvoir pratiquer une langue étrangère autour d'un verre, donc en toute convivialité. Merci Martina. Merci Ophélie. Alors pouvez-vous nous parler maintenant de l'actu qu'on aurait loupé? Oui, bien sûr, une petite curiosité plutôt. Pendant la première semaine du mois d'octobre, les députés et européens étaient réunis en plénière au Parlement européen à Strasbourg et pendant la plénière, ils ont approuvé une directive révisée sur les médias audiovisuels à travers l'Europe. Donc, ça concerne les services des médias audiovisuels. Ça concerne les secteurs audiovisuels en Europe, donc dans les 28 pays membres. Ça concerne donc par exemple des services à la demande et des plateformes de partage des vidéos comme Netflix et YouTube. La proposition de la révision a été arrivée par la Commission européenne. Enfin, la Commission européenne l'avait déjà proposée en 2016. Après, selon les litères en fait classiques, la proposition a été envoyée au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen pour que les deux institutions puissent conjointement voter et adopter cette modification. Les conseils de l'Union européenne s'est déjà prononcé favorablement et donc on attendait justement la réponse du Parlement européen. Donc le Parlement a voté, la révision a été donc adoptée. Cela veut dire que la révision va entrer en vigueur en fait d'ici la fin de l'année et qu'après les pays membres auront en fait 21 mois pour pouvoir la transposer dans leur législation nationale. Alors quel est le but de cette modification? Bien évidemment, on est en fait dans les cadres d'une stratégie des protections en fait des services numériques qui puissent être fournis et proposé en Europe et dans les États membres. Il y a bien évidemment un premier but qui est celui de promouvoir les contenus et les productions européennes. Et donc la révision de la directive fixe en fait à 30% les quotas des contenus européens dans les catalogues des plateformes des vidéos à la demande. Après, il y aura bien évidemment un autre objectif, c'est-à-dire celui de pouvoir protéger dans un certain sens les consommateurs. Donc, par exemple, il y a des règles particulières pour la publicité et les placements des produits. Par exemple, la publicité ne pourra pas représenter plus de 20% du temps d'antenne entre 6h et 18h et il y aura aussi un pourcentage limité dans la période qui est dite donc des prime time. Bien évidemment, il y a une envie de vouloir protéger les consommateurs sur les contenus qui seront transmis, qui seraient transmis en fait via ces services d'audiovisuel, notamment tout ce contenu qui serait en fait qui ferait objet d'un discours des haines, des racismes et des violences. Donc voilà, il y a une volonté de la part
des institutions européennes de pouvoir uniformiser et harmoniser les plus possible les services audiovisuels des médias en Europe et dans tous les pays membres. Donc voilà, la révision de cette directive, c'est un petit pas en avant. C'est un petit pas en avant. Merci Martina.